Un millionnaire a fait une blague à sa soirée et a fini marié avec son employé. Il voulait juste provoquer, blesser l'orgueil de son ex, échapper à l'ennui qu'il ressentait entre champagne et masques sociaux. Mais ce qui avait commencé comme une mauvaise plaisanterie s'est transformé en sa plus grande erreur, ou peut-être en sa seule réussite, car cette femme, qui ne devait rien représenter, ne tarda pas à devenir le cœur du chaos qui allait briser son monde parfaitement orchestré. Pardon d'interrompre ton histoire, mais si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Aide-nous à faire grandir cette chaîne, que Dieu te le rende au centuple. Merci et bon visionnage. Le manoir d'Alexandre Vérac-Montel scintillait tel un joyau sur les hauteurs de Neuilly-sur-Seine, le quartier le plus exclusif de Paris. Des centaines de lumières disposées avec soin illuminaient la façade de style colonial moderne, tandis que des fontaines dansaient au rythme d'une musique à peine audible depuis les jardins. Ce soir-là, l'élite du monde des affaires français s'était réunie pour célébrer le dernier succès de l'Empire Vérac, l'acquisition de la chaîne hôtelière la plus prestigieuse du pays. Alexandre, à 35 ans, était l'incarnation même de la réussite. Héritier du groupe fondé par son grand-père, il avait triplé la fortune familiale en seulement 8 ans. Son visage anguleux et son regard perçant apparaissaient régulièrement à la une des magazines économiques. Pourtant, ce soir-là, alors qu'il tenait son verre de whisky vieilli, son expression restait lointaine, presque ennuyée, observant ses invités comme un joueur d'échecs contemplant un plateau qu'il connaît trop bien. « Alexandre, est-ce vrai que tu as aussi acheté le terrain en face de l'avenue Foch ?» demanda un politicien, en s'approchant avec une familiarité excessive. « Les nouvelles vont vite dans cette ville », répondit-il sèchement, sans confirmer ni démentir. À l'autre bout du grand salon, Isabelle Durand réajustait nerveusement le col de son uniforme noir et blanc. À 27 ans, elle n'avait jamais travaillé pour un événement de cette envergure. Arrivée de Bastia à peine un mois auparavant, elle avait obtenu ce travail temporaire grâce à sa cousine, employée depuis des années chez le traiteur haut de gamme le plus réputé de la capitale. Elle avait un besoin urgent d'argent pour venir en aide à sa mère malade. « Reste calme, Isabelle », se murmura-t-elle en soulevant un plateau de coupe de champagne. « Ce ne sont que des gens dans des vêtements chers. » La jeune femme se déplaçait prudemment parmi les invités, offrant des verres avec un sourire aimable qui masquait son anxiété. Ses cheveux noirs relevés en un chignon impeccable et ses yeux couleur ambre illuminaient son visage aux traits fins. Bien qu'elle essayât de passer inaperçue, plusieurs invités remarquèrent sa présence, non seulement pour sa beauté naturelle, mais aussi pour une dignité étrange qui émanait de son regard. La soirée avançait et l'ambiance devenait de plus en plus débridée. Rires bruyants, conversations futiles et accords conclus par des poignées de main rythmèrent l'événement. Alexandre, de plus en plus las, cherchait une excuse pour s'éclipser quand Valérie Rousseau-Cartier, son ex-fiancée, se présenta devant lui. « À ce point-là, tu t'ennuies tant que tu ne le caches même plus ?» demanda-t-elle avec un sourire calculé. « Valérie, je croyais que tu étais en Europe. » répondit-il sans dissimuler son malaise. « Rater la fête de l'année? Impensable. Et puis, dit-elle en s'approchant dangereusement, nous avons encore des choses à régler. » Alexandre recula d'un pas, irrité par sa proximité. « Il n'y a plus rien à régler entre nous. Tu l'as bien montré en choisissant mon associé. Le destin, cet architecte imprévisible, choisit précisément ce moment pour placer Isabelle sur le chemin de cette conversation. » Distraite par l'échange tendu qu'elle observait, la jeune femme ne vit pas un invité reculer, la percutant légèrement. Le plateau se déstabilisa et dans un geste désespéré pour garder l'équilibre, Isabelle vit avec horreur une coupe de champagne décrire un arc parfait dans les airs, son contenu se renversant directement sur la chemise immaculée d'Alexandre. Le temps sembla suspendu. Les invités proches se figèrent. Valérie réprima un rire moqueur. « Je suis vraiment désolée, monsieur », balbutia Isabelle mortifiée, cherchant frénétiquement une serviette. « C'était un accident, Tu sais combien coûte cette chemise ?» La voix d'Alexandre trancha l'air comme un fouet. Ses yeux, froids comme l'acier, se plantèrent dans les siens. Contre toute attente, Isabelle soutint son regard. « Non, monsieur, je ne sais pas, mais je suis sûr qu'elle coûte plus que mon salaire d'un mois. » Un murmure parcourut la salle. Personne ne parlait ainsi à Alexandre Vérac. Quelque chose changea dans l'expression de l'homme d'affaires. Une lueur d'intérêt, peut-être de respect, traversa brièvement ses yeux avant qu'une idée absurde ne germe dans son esprit. Peut-être l'ennui, peut-être l'envie de provoquer Valérie ou quelque chose de plus profond qu'il ne comprenait même pas lui-même. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il avec un calme inquiétant. «
Isabelle Durand, monsieur. Bien, Isabelle Durand. Je te propose quelque chose, dit Alexandre, élevant la voix pour s'assurer que tous entendent. Puisque tu as ruiné ma soirée, que dirais-tu de ruiner aussi ma vie? Épouse-moi. Des rires nerveux éclatèrent dans le salon. Tous pensaient à une mauvaise blague, un moyen cruel d'humilier la pauvre employée avant de la renvoyer. Ne plaisantez pas avec ça, monsieur, répondit Isabelle, pâle mais digne. Je ne plaisante pas, insista-t-il en tendant la main. Qui oserait défier le destin? Nous avons ici le juge François Héron, l'un de mes invités. Nous pouvons officialiser cela tout de suite. Le vieux juge, à la fois surpris et amusé, s'avança. Alexandre, je crois que tu as trop bu. Je n'ai jamais été aussi sobre, François, répliqua Alexandre sans détourner le regard d'Isabelle. Alors, Isabelle Durand, acceptes-tu d'épouser l'homme le plus détesté et désiré de France? Au moins, tu gagneras quelque chose de plus qu'un salaire misérable. Isabelle sentit le monde vaciller autour d'elle. L'humiliation, la colère et quelque chose d'inexplicable l'envahirent. Tous s'attendaient à ce qu'elle fuie en larmes, qu'elle implore le pardon. Mais dans ses veines coulait le sang corse de ceux qui ne s'étaient jamais soumis aux envahisseurs. « J'accepte », déclara-t-elle clairement, se surprenant elle-même. « Si c'est ce que vous voulez, je vous épouserai ici et maintenant. » Le silence qui suivit fut total. Valérie laissa tomber sa coupe, qui se brisa en 1000 morceaux sur le sol en marbre. Ce qui avait commencé comme une blague cruelle se transforma en une cérémonie improvisée. Le juge, bien que réticent, procéda au rituel légal sous les regards stupéfaits des invités. Alexandre, piégé dans son propre jeu, conserva une expression impassible en signant le document que l'assistant du juge avait rédigé à la hâte. Quand vint le tour d'Isabelle de signer, leurs regards se croisèrent. Quelque chose d'indéfinissable, une décharge électrique passa entre eux. Ce n'était ni de la tendresse ni de l'amour, mais quelque chose de plus brut, de plus profond, une reconnaissance. Comme si deux âmes blessées s'étaient reconnues au milieu d'un océan de superficialité. « Félicitations », annonça le juge d'une voix tremblante. « Je vous déclare mari et femme. » Il n'y eut ni baiser, ni célébration. Juste un scandale naissant qui commençait déjà à se propager par messages et appels discrets. Le lendemain, toute la France parlerait de la folie d'Alexandre Veyrac et de l'étrange employé qui portait désormais son nom. Tandis que les invités murmuraient et que les flashs de portable illuminèrent la scène, Isabelle resta droite, avec une dignité qui tranchait avec son uniforme de service. Alexandre, de son côté, esquissa un simple sourire énigmatique. Aucun des deux ne pouvait imaginer que cet élan absurde avait scellé leur destin d'une manière bien plus puissante que n'importe quel contrat de mariage. La partie ne faisait que commencer et aucun des deux ne connaissait encore les règles d'un jeu qui allait bouleverser leur vie à jamais. 3 jours après ce mariage scandaleux, Isabelle n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé. Assise dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa cousine à Saint-Denis, elle relisait encore et encore les gros titres sur son téléphone. Le caprice le plus cher d'Alexandre Veyrac, d'une serveuse à millionnaire en une nuit, le mariage le plus absurde de l'année. Son nom apparaissait partout, aux côtés de photos floues prises durant la cérémonie improvisée. « Tu regardes encore ça ?» demanda Chloé, sa cousine, en entrant avec une tasse de café filtre à l'ancienne encore fumante. « Ils vont user ton visage à force de le publier partout. C'est de la folie, » murmura Isabelle. « Je ne l'ai même pas revu depuis cette nuit-là. » La sonnette de l'appartement retentit avec insistance. Chloé jeta un œil par la fenêtre et manqua de renverser son café. Sainte Vierge de Lourdes, il y a un SUV noir avec vitres teintées en bas. Et un type en costume qui sort tout droit d'un film. Le cœur d'Isabelle manqua un battement. Une demi-heure plus tard, elle franchissait les portes de l'imposant manoir Veyrac, assise à l'arrière d'un SUV blindé. Le chauffeur, un homme peu bavard nommé Émile, lui avait remis une note manuscrite. « Nous devons parler. AV. » Le manoir semblait différent sans les lumières ni la musique de la fête. Plus froid, plus imposant. Une gouvernante à l'allure stricte l'accueillit à l'entrée. « Je suis Dominique Ménard, la maîtresse de maison », se présenta-t-elle avec une certaine raideur. « Monsieur Veyrac vous attend dans son bureau. » Tandis qu'elle suivait la femme à travers des couloirs ornés d'art précolombien et contemporain dans une combinaison étrange mais harmonieuse, Isabelle inspirait profondément pour calmer ses nerfs. Sa robe en coton simple et ses sandales artisanales juraient avec le luxe ambiant. Alexandre l'attendait debout près d'une baie vitrée offrant une vue panoramique sur la vallée de Paris. Il portait un costume gris impeccable et tenait un dossier noir entre ses mains. À son entrée, son expression demeura impénétrable.
Assieds-toi, je t'en prie, indiqua-t-il en désignant l'un des fauteuils en cuir. Je préfère rester debout, merci, répondit Isabelle, la tête haute. Un silence tendu s'installa entre eux avant qu'Alexandre ne reprenne la parole. J'imagine que tu comprends que ce qui s'est passé l'autre soir était une erreur. Une erreur? Isabelle laissa échapper un rire sec. Je dirais plutôt une humiliation publique orchestrée par vous, monsieur Vérac. Alexandre, la corrigea-t-il avec une certaine irritation. Légalement, tu es ma femme, aussi ridicule que cela puisse paraître. Pour l'instant, répliqua-t-elle, j'imagine que vous avez déjà les papiers d'annulation prêts. Alexandre marcha jusqu'à son bureau et posa le dossier sur la surface polie. Voilà le problème. Ce n'est pas si simple. Il passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. J'ai des actionnaires, des partenaires, une image publique. Un divorce 3 jours après le mariage serait désastreux pour la confiance dans mes entreprises. Isabelle croisa les bras. Et que voulez-vous que je fasse? Faire semblant d'être votre épouse comblée? Exactement, répondit-il. Son regard devint calculateur. 3 mois. C'est tout ce dont j'ai besoin pour gérer la situation correctement. Ensuite, tu pourras partir avec une compensation généreuse. Une compensation? L'indignation fit rougir ses joues. Je ne vends pas ma dignité, monsieur. 50 millions de pesos, déclara-t-il froidement. À la fin des 3 mois. Assez pour que toi et ta famille viviez confortablement jusqu'à la fin de vos jours. L'air sembla quitter les poumons d'Isabelle. Avec cet argent, elle pourrait financer les soins de sa mère, acheter la maison dont elles avaient toujours rêvé, voire ouvrir le petit restaurant corse traditionnel qu'elle rêvait de tenir depuis l'enfance. « Si j'accepte, dit-elle lentement, en reprenant son calme, j'ai des conditions. » Alexandre haussa un sourcil, visiblement surpris par son audace. « Je t'écoute. Premièrement, j'aurai une liberté totale dans le manoir. Je ne serai pas une prisonnière dans une cage dorée. » Sa voix gagnait en assurance à chaque mot. « Deuxièmement, j'exige un respect absolu pour tous les employés de la maison. Je vous ai vu les traiter comme s'ils étaient invisibles. Et la troisième? Demanda-t-il, sur un ton presque amusé. Il n'y aura pas d'intimité feinte. Isabelle sentit ses joues s'enflammer, mais elle soutint fermement son regard. En public, on peut faire semblant. En privé, chacun reste dans son espace. À sa grande surprise, Alexandre éclata d'un rire bref. « Tu crois vraiment que j'ai le moindre intérêt à te mettre dans mon lit ?» Le mépris dans sa voix fut comme une gifle. « J'accepte tes conditions. Maintenant, tu accepteras les miennes. Tu apprendras à te comporter comme une Vérac. Dominique t'enseignera les bases. Et bien sûr, tu signeras un accord de confidentialité. » 2 heures plus tard, Isabelle était installée dans une suite plus grande que tout l'appartement où elle avait grandi. Elle observait avec incrédulité le dressing rempli de vêtements de créateurs que Alexandre avait fait acheter pour elle. « Ton image publique est désormais un atout pour l'entreprise », avait-il expliqué froidement. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange chorégraphie d'évitement mutuel. Isabelle passait des heures à apprendre les codes sociaux avec Dominique, qui s'avérait bien plus chaleureuse qu'elle ne l'avait paru au début. « Monsieur n'a pas toujours été comme ça », lui confia-t-elle un après-midi, tout en lui apprenant à distinguer 10 types de couverts différents. La mort de ses parents l'a profondément changé. Le soir, dîner ensemble était une obligation imposée par Alexandre pour maintenir les apparences face au personnel. Ces repas étaient de véritables exercices de tension contenue, entrecoupés seulement par le tintement des couverts sur la porcelaine. « Tu manges toujours aussi peu ?» demanda-t-il un soir en l'observant remuer la nourriture dans son assiette. « Je ne suis pas habitué à des plats aussi élaborés, » répondit-elle sincèrement. « Chez moi, la cuisine est plus simple, mais elle a plus de goût. » Le commentaire sembla le vexer. « Le chef a 2 étoiles Michelin. Je ne doute pas de ses diplômes, » répliqua Isabelle sans se démonter. « Mais il lui manque la touche de ma grand-mère. » À la surprise d'Alexandre, le lendemain, Isabelle se présenta en cuisine et demanda l'autorisation de préparer des galettes corses artisanales pour le dîner. Le chef français, d'abord offusqué, finit fasciné par ces techniques traditionnelles. Le véritable conflit éclata lorsqu'Alexandre la surprit, riant avec les jardiniers par un après-midi ensoleillé. Elle était sortie dans les jardins et avait fini par les aider à planter des fleurs, salissant sa robe hors de prix avec de la terre. « Tu t'amuses à jouer à la jardinière ?» La fureur à peine contenue dans sa voix la surprit. « Je m'amuse à être humaine, » répondit-elle en tenant une petite plante entre ses mains. « Tu devrais essayer, un jour. » Ce soir-là, le dîner fut particulièrement tendu. En se passant un plat de légumes, leurs doigts se frôlèrent accidentellement. Une décharge électrique sembla les traverser tous deux. Leurs regards se croisèrent un instant qui sembla durer une éternité.
Alexandre retira sa main comme s'il s'était brûlé. Le silence qui suivit fut différent. Ce n'était plus seulement de la tension. Il y avait autre chose, quelque chose de nouveau et de dangereux entre eux. « Demain, nous avons un dîner avec des investisseurs », annonça-t-il abruptement, brisant le moment. « J'espère que tu te souviendras de tout ce que Dominique t'a enseigné. » Isabelle acquiesça légèrement. « Ne t'inquiète pas, je sais très bien quel était mon rôle dans cette comédie. » Ce qu'aucun des deux ne voulait admettre, c'est qu'à mesure que les jours passaient, la frontière entre le jeu et la réalité devenait dangereusement floue. L'échiquier était en place et les pièces bougeaient. Dans ce champ miné d'émotions réprimées, le moindre faux pas pouvait provoquer une explosion. Le dîner avec les investisseurs se révéla moins catastrophique qu'Alexandre ne l'avait redouté. À sa grande surprise, Isabelle avait mémorisé les noms de tous les invités et leurs entreprises respectives. Sa sincérité rafraîchissante et sa curiosité authentique avaient séduit les hommes d'affaires, las de conversations formatées et de sourires figés. Quand Richard Moncler, le plus influent d'entre eux, lui demanda franchement comment elle avait rencontré Alexandre, elle répondit avec une demi-vérité teintée d'humour. « Je lui ai servi un verre, qui a terminé sur sa chemise de créateur. Ce fut le coup de foudre, avec la tâche. » Alexandre avait retenu son souffle, mais les éclats de rire qui suivirent le laissèrent bouche bée. Pour la première fois depuis des années, un dîner d'affaires se terminait par des promesses d'investissement et des accolades sincères, plutôt que par de simples poignées de main. « Ce n'était pas mal », concéda-t-il pendant qu'il rentrait au manoir en SUV blindé. C'était ce qui ressemblait le plus à un compliment venant de ses lèvres en 3 semaines de cohabitation. « Cela veut dire que j'ai réussi l'épreuve ?» répondit-elle en retirant ses talons aiguilles dès qu'ils montèrent dans le véhicule. Pour l'instant. Le lendemain matin, Paris s'éveilla sous un ciel éclatant. La pollution avait accordé une trêve après une nuit de pluie, et la silhouette majestueuse des volcans se découpait sur un ciel exceptionnellement bleu. Isabelle, qui avait découvert un petit jardin intérieur avec des glycines en fleurs, s'y trouvait en train de lire un livre, quand Dominique apparut avec un air inquiet. « Madame Vérac, vous avez de la visite ? Pour moi ?» Isabelle referma son livre, surprise. Personne ne connaissait sa nouvelle adresse, à part sa cousine et sa mère, qu'elle appelait chaque jour, mais qu'elle n'avait pas encore pu aller voir sur ordre d'Alexandre. « Trop de paparazzi te suivent », avait-il argumenté. « C'est mademoiselle Valérie Rousseau-Cartier. Elle insiste pour vous voir, vous, pas monsieur. » Le cœur d'Isabelle fit un bond. Elle avait vu assez de photos de l'ex-fiancé d'Alexandre dans les magazines pour savoir exactement qui elle était. Héritière d'une des familles les plus anciennes et puissantes de France, éduquée en Suisse, égérie de plusieurs marques de luxe. La perfection incarnée selon les standards de la haute société. « Fais-la entrer dans le salon principal », répondit-elle avec un calme qu'elle était loin de ressentir. Valérie Rousseau-Cartier s'avéra encore plus impressionnante en personne. Grande, mince, mais avec des courbes parfaitement mises en valeur par une robe de créateur. Ses cheveux châtain clair retombaient en vagues impeccables sur ses épaules et son maquillage, quoique semblant naturel, trahissait la main d'un professionnel. « Je rencontre enfin officiellement la fameuse épouse d'Alexandre », s'exclama-t-elle avec un sourire trop large. « Quel plaisir de te voir dans ce décor. »« Bonjour, mademoiselle Rousseau », répondit Isabelle, tentant de se rappeler les leçons de Dominique sur la posture. « En quoi puis-je vous aider ?»« Oh, allons, nous sommes pratiquement de la famille. Appelle-moi Valérie. » Son regard la balaya de haut en bas. « Je suis juste venu récupérer un manteau que j'ai oublié lors de ma dernière visite ici. Bien que ce soit il y a à peine... Quoi 2 mois ?» Le message était clair. Jusqu'à très récemment, elle circulait dans cette maison en toute liberté. « Dominique peut vous aider à le retrouver », proposa Isabelle. Comme c'est attentionné, Valérie s'installa sans y être invitée et croisa ses longues jambes. Alexandre a toujours eu un faible pour ce qui est différent. Ta simplicité exotique doit lui sembler rafraîchissante, je suppose, comme des vacances loin de la réalité. Isabelle garda son calme, bien qu'elle sentît le poison de chaque mot. Je suis certaine qu'Alexandre apprécie la sincérité par-dessus tout. C'est adorable. Le rire de Valérie résonna comme des clochettes de cristal. Je vois que Dominique essaie de t'enseigner les bonnes manières, mais certaines choses ne s'apprennent pas, ma chère. Elle naît avec nous, tu comprends, comme le savoir-vivre. Elle se leva avec une grâce féline. Mais ne t'inquiète pas, nous savons tous que ceci est temporaire, juste un caprice de plus d'Alexandre. À ce moment précis, le principal intéressé apparut dans l'embrasure de la porte. Son visage impassible ne laissait rien transparaître sur la durée pendant laquelle il écoutait.
Valérie, quelle surprise, inattendue. Alexandre chéri. Elle s'avança pour l'embrasser sur les 2 joues, geste qu'il reçut avec raideur. Je suis seulement venu pour mon manteau de vison. Je l'ai laissé ici lors de l'une de mes visites nocturnes. La pique était directe. Isabelle sentit quelque chose se briser en elle, une illusion qu'elle ne savait même pas avoir commencé à nourrir. Dominique t'aidera à le trouver, répondit-il sèchement. Et ce sera la dernière fois que tu entres dans cette maison sans invitation. Valérie plissa légèrement les yeux, mais conserva son sourire parfait. Bien sûr, nous ne voudrions pas déranger ta dernière acquisition. Elle se tourna vers Isabelle. Ce fut fascinant de faire ta connaissance. Cette robe est très pittoresque. Elle me rappelle presque celle qu'on trouve dans les marchés artisanaux de province. Après le départ de Valérie avec son manteau, un silence pesant s'installa entre Isabelle et Alexandre. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais finit par murmurer quelques mots à propos d'une visioconférence urgente avant de disparaître dans son bureau. Ce soir-là, Isabelle ne descendit pas dîner. Elle resta dans sa chambre, observant les lumières de la ville par la fenêtre. Les mots de Valérie tournaient dans sa tête comme des lames affûtées. Simplicité exotique, caprice temporaire, visite nocturne. À quoi pensait-elle? Tout cela n'était qu'un accord commercial. Il n'y avait aucune raison d'être blessée. Et pourtant, ça faisait mal. Cela faisait mal parce qu'une part d'elle, quelque part au fil de ces semaines, avait commencé à voir au-delà du masque froid d'Alexandre. Elle avait remarqué comment il caressait distraitement les chiens quand il croyait que personne ne le voyait, comment il respectait profondément Dominique, comment son regard se faisait légèrement plus doux lorsqu'il évoquait sa mère disparue. 3 jours passèrent durant lesquels Isabelle évita Alexandre autant que possible. Elle mangeait à des heures décalées, passait du temps dans la bibliothèque ou se promenait dans les jardins. Elle ne posait plus de questions lors des dîners, se contentant de réponses monosyllabiques. La 4e nuit, incapable de dormir et croyant la maison vide, Isabelle descendit à la salle de musique. C'était une pièce magnifique avec de grandes baies vitrées donnant sur le jardin arrière et un piano à queue que personne ne touchait jamais. Elle alluma son téléphone et lança une de ses chansons préférées, une musique corse contemporaine, à base de polyphonie et rythme traditionnel. Sans trop réfléchir, elle se mit à danser seule, pieds nus sur le parquet ciré, les yeux fermés, laissant la musique laver ses soucis. Elle n'entendit pas les pas qui s'arrêtèrent à la porte, ni ne vit la silhouette d'Alexandre l'observant en silence. Elle ne vit pas comment son expression, habituellement dure, se transformait lentement, comment les coins de sa bouche se relevaient imperceptiblement, comment une étincelle s'allumait dans son regard sombre. Lorsque la chanson s'acheva et qu'elle ouvrit les yeux, elle le trouva là, adossé au chambranle. « Désolée, dit-elle, gênée en cherchant ses chaussures. « Je ne savais pas que tu étais rentré. »« Ne t'arrête pas pour moi, répondit-il d'une voix différente, presque douce. Tu danses avec liberté. Ma grand-mère disait que danser, c'est la façon dont l'âme se libère de ses peines, répondit-elle, encore essoufflée par la gêne et l'effort. Des paroles pleines de sagesse. Alexandre entra lentement dans la pièce, comme s'il avait peur de l'effrayer. À propos de Valérie, tu n'as rien à m'expliquer, l'interrompit Isabelle. Notre accord est clair. Alexandre acquiesça, mais quelque chose avait changé dans son regard. Pour la première fois, il semblait vraiment la voir. La musique que tu écoutais est magnifique. C'est d'un groupe corse. Il mélange le traditionnel avec des éléments modernes. Isabelle fut surprise par son intérêt sincère. Tu pourrais m'en faire découvrir davantage un jour. La question resta suspendue entre eux, chargée de significations non dites. Ce n'était pas simplement une question sur la musique, mais la première fissure réelle dans le mur qu'Alexandre avait érigée autour de lui. « Bien sûr, » répondit-elle avec un léger sourire. « Quand tu veux. » Pour la première fois depuis leur rencontre, ils partagèrent un silence confortable, sans tension ni faux semblant. Le premier moment honnête entre 2 personnes dont la relation avait commencé par un mensonge. Le message d'Alexandre arriva par l'intermédiaire de Dominique, 3 jours après leur rencontre dans la salle de musique. Un dîner de gala important aurait lieu samedi à l'hôtel Ritz Paris. Les principaux investisseurs du groupe Vérac et leurs épouses seront présents, expliqua la gouvernante en déposant une élégante boîte sur le lit d'Isabelle. Monsieur a envoyé ceci pour vous. À l'intérieur, une robe de créateur couleur émeraude reposait parmi des papiers de soie. À côté, des escarpins si hauts qu'Isabelle eut le vertige rien qu'en les regardant. « J'imagine que Valérie sera là », murmura-t-elle en effleurant le tissu de la robe. « C'est probable », répondit Dominique,
avec une moue à peine perceptible. La famille Rousseau-Cartier détient des parts dans plusieurs entreprises partenaires du groupe Veyrac. Une détermination soudaine s'empara d'Isabelle. La visite de Valérie avait été un acte d'intimidation soigneusement calculé. Elle l'avait faite se sentir petite, insignifiante, déplacée. Cela ne se reproduirait pas. « Dominique, dit-elle avec fermeté, j'ai besoin de ton aide. » Pendant les 2 jours suivants, le manoir Veyrac fut témoin d'une transformation silencieuse. Isabelle transforma le couloir reliant sa chambre à la bibliothèque en un défilé improvisé où elle s'exerçait à marcher avec ses talons vertigineux sous l'œil critique de Lucie, l'une des cuisinières qui avait autrefois été mannequin. « Pied droit, menton parallèle au sol », instruisait Lucie pendant qu'Isabelle marchait d'un bout à l'autre. Le secret, ce n'est pas seulement garder l'équilibre, mais donner l'impression que c'est naturel, comme si tu étais né avec ses talons aux pieds. L'après-midi, Dominique poursuivait les leçons intensives d'étiquette commencées des semaines plus tôt, mais désormais axées sur les événements mondains. « Quand on te présente à quelqu'un, souris mais sans trop montrer les dents », conseillait-elle. « Maintiens le contact visuel, mais pas trop longtemps, comme si tu participais à un concours de regard. Et rappelle-toi, on tient le verre de vin par le pied, jamais par la coupe. » La nuit, quand tout le monde dormait, Isabelle se plongeait obsessionnellement dans des recherches sur les entreprises du groupe Veyrac, leurs concurrents et les tendances du marché. Si elle devait se retrouver entourée de requins de la finance, elle voulait au moins comprendre leur langage. Durant ces journées, elle vit à peine Alexandre, qui semblait noyé dans une série de réunions en vue de l'événement. Les rares fois où ils se croisèrent, il la regarda avec curiosité, remarquant un changement dans sa démarche, dans sa posture, sans pour autant faire de commentaires. Le samedi soir arriva dans un calme étrange. Tandis que Camille, la styliste personnelle engagée par Dominique, terminait les dernières retouches à sa coiffure, Isabelle observait son reflet avec stupeur. La robe émeraude épousait son corps comme une seconde peau, révélant des courbes qu'elle cachait habituellement sous des vêtements amples. Ses cheveux, habituellement tressés de manière pratique, tombaient à présent en vagues brillantes dans son dos nu. « C'est moi, ça ?» murmura-t-elle en touchant son visage, où le maquillage avait mis en valeur ses pommettes et assombri ses yeux couleur ambre. « Ça a toujours été toi », répondit Dominique avec un sourire maternel. « C'est juste qu'aujourd'hui, eux aussi vont le voir. » Alexandre l'attendait au bas de l'escalier, occupé à consulter son téléphone. Lorsqu'il leva les yeux en entendant le bruit des talons d'Isabelle, son expression changea instantanément. La surprise fit place à quelque chose de plus profond, plus instinctif. Un instant, il sembla incapable de parler. « Tu es... » commença-t-il, mais il s'arrêta, comme si les mots ne suffisaient pas. « Présentable ?» compléta-t-elle avec un petit sourire, savourant secrètement sa réaction. « Éblouissante » corrigea-t-il en lui tendant le bras. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. » Le trajet jusqu'à l'hôtel se déroula dans un silence chargé de tension. Isabelle sentait le regard d'Alexandre se poser sur elle, à intervalles réguliers, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Pour la première fois, il semblait réellement nerveux en sa présence. À leur arrivée dans la salle de réception, tous les regards se tournèrent vers eux. Isabelle fut prise de panique un instant, en sentant des centaines de yeux l'évaluer, mais elle se rappela les paroles de sa grand-mère. « Marche comme si la terre t'appartenait et que les étoiles étaient tes bijoux. » Forte de cette pensée, elle avança aux côtés d'Alexandre parmi les invités, saluant avec un sourire serein et une poignée de main ferme mais délicate. À sa grande surprise, de nombreuses épouses d'hommes d'affaires vinrent se présenter, curieuses de découvrir la femme qui avait conquis le célibataire le plus convoité de France. Alexandre n'a jamais emmené Valérie à ce genre d'événement, lui confia l'une d'elles en gloussant. Il disait que les gens de la finance l'ennuyaient. Le dîner se déroula mieux que prévu. Isabelle se souvenait non seulement de quel couvert utiliser pour chaque plat, mais réussit aussi à engager des conversations sincères avec ceux qui l'entouraient. Lorsque le sujet des investissements du groupe dans les énergies renouvelables fut abordé, elle surprit tout le monde avec des remarques précises sur le potentiel de l'énergie solaire en Corse. « Mon cousin travaille sur un projet communautaire de panneaux solaires », expliqua-t-elle. Ils ont réussi à électrifier 3 villages qui dépendaient auparavant de générateurs à essence. C'est alors qu'elle la vit. Valérie venait d'entrer dans la salle, au bras d'un homme plus âgé qu'Isabelle reconnut immédiatement comme l'un des principaux concurrents d'Alexandre. Sa robe rouge sang semblait conçue pour éclipser toute autre femme dans la pièce. Un instant, leurs regards se croisèrent, et la surprise dans les yeux de Valérie fut évidente. « Tiens donc », murmura-t-elle en s'approchant de leur table. «
Je t'ai à peine reconnu sans ton uniforme de service. Valérie, répondit Isabelle en inclinant la tête. Quelle robe voyante. Parfait pour quelqu'un qui a besoin de s'assurer que tous les regards soient tournés vers elle. Un éclair de fureur traversa le visage de la mondaine, rapidement dissimulé sous un sourire forcé. Je voulais juste te féliciter, ma chère. Tu as appris à imiter les manières de notre classe avec une rapidité surprenante. Elle se pencha pour lui souffler à l'oreille. Mais tout le monde sait qu'on peut bien habiller une servante de soie. Elle restera toujours une servante. Alexandre, qui parlait avec un investisseur, arriva à leur côté juste à temps pour entendre le commentaire. « Valérie, dit-il d'une voix dangereusement calme, je te conseille de faire attention à tes mots lorsque tu parles de ma femme. »« Ta femme ?» Valérie éclata d'un rire cruel. « Allons, Alexandre, tout le monde ici sait que c'est encore l'une de tes excentricités. Elle te manipule simplement pour obtenir ton argent. » La salle sembla se figer. Les invités proches observèrent la scène avec un intérêt à peine dissimulé. Isabelle sentit son cœur s'accélérer, mais elle garda son calme. « Valérie, répondit-elle posément, je comprends ta frustration. Ça doit être difficile de voir qu'Alexandre préfère l'authenticité à la perfection fabriquée. Mais je t'assure que je n'ai besoin de manipuler personne. Contrairement à toi, ma valeur ne dépend pas de l'homme que j'épouse. » Un murmure d'approbation parcourut la table. Valérie, momentanément sans voix, lança un dernier regard chargé de haine avant de s'éloigner au bras de son accompagnateur. Des heures plus tard, alors que le dîner touchait à sa fin et que certains invités commençaient à partir, Alexandre effleura doucement le coude d'Isabelle. « Viens avec moi, murmura-t-il. Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Il la conduisit par une porte discrète jusqu'à une terrasse privée avec vue panoramique sur la ville. Les lumières de l'avenue des Champs-Élysées brillaient comme une rivière d'étoiles, et au loin, la silhouette de l'Arc de Triomphe se découpait dans le ciel nocturne. « Merci, dit-il après un long silence, pour ce soir, pour avoir défendu notre accord. »« Je ne l'ai pas fait pour l'accord, répondit-elle honnêtement. Je l'ai fait parce que personne ne mérite d'être humilié ainsi. » Alexandre la regarda intensément, comme s'il cherchait à percer un mystère. « Y es-tu vraiment, Isabelle Durand ? Juste une femme qui n'aurait jamais imaginé se retrouver sur une terrasse, en talons impossibles, et dans une robe qui coûte plus cher que la maison où elle a grandi. » Il sourit, et pour la première fois, ce fut un sourire sincère qui transforma complètement son visage. « J'aime bien cette version de toi, avoua-t-il, mais j'aimais aussi celle qui dansait pieds nus dans la salle de musique. » Sans prévenir, il prit sa main entre les siennes. Un geste simple, mais chargé d'intentions non dites. Isabelle sentit un frisson lui parcourir le dos. Instinctivement, elle retira sa main, mais ne put s'empêcher de sourire en voyant l'expression déconcertée d'Alexandre. « Allons-y doucement, suggéra-t-elle. Il nous reste encore 2 mois de mariage fictif. »« Et si, commença-t-il, mais il s'interrompit comme si les mots suivants l'effrayaient. « Rien, tu as raison. Allons-y doucement. » Sous le ciel étoilé de Paris, quelque chose de nouveau commençait à naître entre eux, quelque chose qu'aucun contrat ne pouvait anticiper ni contrôler. Les jours qui suivirent le gala se déroulèrent dans un calme étrange. Quelque chose avait changé entre Isabelle et Alexandre, comme si un fil invisible les reliait désormais, les rendant conscients l'un de l'autre, même dans des pièces séparées. Les dîners n'étaient plus des exercices de silence tendu, mais de véritables conversations, de plus en plus personnelles, qui s'étendaient jusqu'à tard dans la nuit. « Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu es venu à Paris », commenta Alexandre un soir, en partageant un dessert de confiture de lait maison qu'Isabelle avait appris au chef français à préparer. « Ma mère est tombée malade », répondit-elle en traçant des cercles distraits avec la cuillère dans son assiette. « Elle a besoin de traitements spécialisés qu'on ne trouve pas en Corse. Ma cousine m'a aidé à décrocher un emploi dans le service traiteur pour couvrir les frais. Elle souffre de quoi exactement ? Du lupus. Ce n'est pas incurable, mais ça nécessite des médicaments coûteux et une surveillance constante. » Isabelle leva les yeux. « C'est pour ça que j'ai accepté ton accord, même si tu m'as humilié publiquement. 50 millions d'euros peuvent offrir une vie digne non seulement à ma mère, mais à toute ma famille. » Alexandre garda le silence un moment, absorbant l'information. « Dès demain, je vais faire en sorte que le meilleur spécialiste du pays soit affecté à son cas et... » Non. La fermeté dans la voix d'Isabelle le surprit. « Je ne veux pas de ta charité, Alexandre. Je tiendrai ma part du marché, et quand tu me verseras l'argent convenu, je m'occuperai de ma famille moi-même. » Comme je l'ai toujours fait. Il la regarda avec une admiration nouvelle.
Tu es la personne la plus fière que j'ai jamais rencontrée. Ce n'est pas de l'orgueil, le corrigea-t-elle, c'est de la dignité. Et ça, personne ne peut l'acheter, pas même toi. Ce soir-là, avant de regagner sa chambre, Isabelle trouva sur son lit une petite boîte enveloppée dans un papier sobre. À l'intérieur, un médaillon en argent contenant une vieille photo d'une femme aux mêmes yeux qu'Alexandre. « C'était à ma mère, expliqua-t-il depuis la porte. J'ai pensé que ça te plairait. Ce n'est pas un cadeau d'affaires, c'est personnel. » La sincérité dans sa voix laissa Isabelle sans voix. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle voyait l'homme derrière le masque de l'homme d'affaires impitoyable. Une semaine après le gala, Paris connut l'une de ces rares nuits d'air pur et de ciel dégagé. Alexandre, qui travaillait habituellement jusqu'à l'aube, surprit Isabelle en lui proposant de visiter la serre de la propriété, un endroit qu'elle n'avait pas encore exploré. « Je l'ai construite il y a 3 ans, expliqua-t-il en marchant entre des plantes exotiques, éclairées par de petites lumières stratégiquement placées. Après un voyage dans la forêt de Corse du Sud, je suis devenu obsédé par l'idée de préserver certaines espèces menacées. L'endroit était magique. Des sentiers sinueux entre une végétation tropicale, de petites cascades artificielles maintenant l'humidité nécessaire et le parfum des fleurs nocturnes qui commençaient à se libérer dans l'air. Alexandre semblait se transformer en parlant de chaque plante. Il se souvenait d'où il l'avait trouvée, quelles propriétés médicinales elle possédait, comment il avait réussi à l'adapter à ce microclimat artificiel. « Je n'aurais jamais imaginé que tu t'y connaisses autant en botanique », commenta Isabelle, sincèrement impressionnée. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi », répondit-il avec un sourire énigmatique. Ils s'arrêtèrent devant un petit bassin où des fleurs de lotus flottaient comme des étoiles blanches sur l'eau sombre. Le reflet de la lune créait un effet hypnotique à la surface. « Qu'est-ce que tu feras quand notre accord prendra fin ?» demanda soudain Alexandre. La question prit Isabelle par surprise. Ils avaient toujours soigneusement évité toute mention de l'avenir, comme si nommer la fin de leur arrangement risquait d'en briser le fragile équilibre. « J'ai des rêves », confia-t-elle après un moment. « Avec l'argent, je veillerai d'abord à ce que ma mère reçoive les meilleurs soins. Ensuite, son visage s'illumina d'une passion sincère. Je veux ouvrir un restaurant qui honore les traditions culinaires corses, mais avec une touche contemporaine. Un lieu où les recettes de ma grand-mère soient reconnues comme le trésor culturel qu'elles sont. Tu ferais une excellente entrepreneuse, affirma-t-il en la regardant avec intensité. Et toi, qu'est-ce que tu feras quand tu reviendras à ta vie normale ? Alexandre resta silencieux, comme si la question l'avait déstabilisé. Je ne sais pas, admit-il enfin. Ma vie avant de te rencontrer me semble désormais vide. La confession flotta entre eux, lourde de sous-entendus. Isabelle sentit son cœur s'accélérer, tandis qu'Alexandre faisait un pas vers elle, réduisant la distance qui les séparait. Isabelle, son prénom dans sa bouche sonnait comme une caresse. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Avant qu'elle ne puisse assimiler ses paroles, Alexandre se pencha et captura ses lèvres. Un baiser doux au début, presque timide, qui gagna en intensité à mesure qu'Isabelle, submergée par un tourbillon d'émotions, se mit à y répondre. L'espace d'un instant glorieux, le monde sembla s'arrêter. Il n'était plus un homme d'affaires milliardaire et une serveuse piégée dans un faux mariage. Ils étaient simplement un homme et une femme en train de se découvrir sous la lumière de la lune. Mais la magie se rompit aussi brusquement qu'elle avait commencé. Des images de Valérie prononçant « visite nocturne » et « caprice temporaire » envahirent l'esprit d'Isabelle. La peur la submergea. Elle tombait dans un piège. Elle s'autorisait à ressentir quelque chose pour un homme qui l'avait utilisé comme un pion dans son jeu social, qui la rejetterait probablement comme tant d'autres avant elle. Elle se recula brusquement, comme si ce contact l'avait brûlée. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix tremblait d'indignation. « Isabelle, je... Amoureux ? De moi ?» Le rire amer qui s'échappa de ses lèvres le glaça. « Ou amoureux de la nouveauté, de l'exotisme d'avoir une épouse venue d'un monde si différent du tien ? C'est ça qui t'attire, Alexandre ? Un nouveau jouet à exhiber ? Ce n'est pas ça, protesta-t-il en essayant de lui prendre la main. Ce que je ressens est réel. Réel ? Isabelle fit un pas en arrière, creusant un abîme entre eux. Comment puis-je croire ça venant de quelqu'un qui m'a humilié en public, qui m'a acheté avec un contrat, qui me traite comme un actif de plus dans son entreprise ? De quelqu'un qui, jusqu'à récemment, partageait encore son lit avec Valérie pendant qu'il préparait cette mascarade avec moi ? Le teint d'Alexandre pâlit. Valérie a menti. Ces visites nocturnes, c'était fini bien avant que je te rencontre. Tu dois me croire.
Je ne te dois rien, répliqua-t-elle, les larmes menaçant de couler. Je ne suis pas l'une de tes salariés qui baisse les yeux quand tu donnes des ordres, et je ne suis pas une idiote qui confond un contrat d'affaires avec une histoire d'amour. Isabelle, je t'en prie, écoute-moi. Non, sa voix se brisa. Je ne veux pas de tes explications. Je ne veux pas de tes baisers. Je veux juste que ces mois se terminent. Recevoir mon paiement et retourner à ma vraie vie, là où les gens ne jouent pas avec les sentiments des autres comme avec des actions en bourse. Sans lui laisser le temps de répondre, Isabelle s'enfuit de la serre, disparaissant dans l'obscurité des jardins, laissant Alexandre seul avec l'écho de ses paroles et le fantôme d'un baiser qui avait tout changé, sans rien changer. Les jours suivants furent un exercice de mise à distance mutuelle. Isabelle abandonna les dîners partagés, préférant manger dans sa chambre. Elle modifia ses horaires pour éviter Alexandre dans les espaces communs du manoir. Quand ils devinrent se croiser, elle lui parlait avec une froideur formelle plus douloureuse que n'importe quelle insulte. Alexandre, de son côté, l'observait de loin, respectant son espace, n'essayant ni de forcer la conversation, ni de se justifier. Son visage avait retrouvé le masque impassible qu'il arborait lorsqu'ils s'étaient rencontrés, mais ses yeux trahissaient une tristesse nouvelle, plus profonde. Dominique, témoin silencieuse de ce naufrage émotionnel, tenta en vain de les rapprocher. « Laisse-lui du temps », conseilla-t-elle à un Alexandre qui ne mangeait ni ne dormait vraiment. « Elle a peur d'être blessée. »« Je l'ai déjà blessée », répondit-il avec amertume. « Et le pire, c'est que je ne sais même pas comment réparer ça. » Une nuit, alors qu'Isabelle contemplait la ville depuis sa fenêtre, elle vit Alexandre marcher seul dans le jardin sous la pluie, sans parapluie, comme s'il cherchait à ce que l'eau lave quelque chose en lui. Un instant, sa main se posa sur la vitre, comme si elle pouvait l'atteindre malgré la distance qui les séparait. Mais elle ne le fit pas. La fierté, la peur et l'incertitude formaient un abîme trop vaste à franchir. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. La matinée commença par la sonnerie insistante du téléphone. Alexandre, qui avait à peine dormi, décrocha dans son bureau tout en feuilletant distraitement des documents. « Tu as vu le journal financier de ce matin ?» La voix tendue de Julien Moreau, son directeur des relations publiques, l'alarma immédiatement. « Qu'est-ce qu'il se passe ? On fait la une, patron. Et pas de la façon qu'on espérait. » Quelques minutes plus tard, Alexandre étalait plusieurs journaux et magazines sur son bureau. Tous affichaient une variation du même titre sensationnaliste. « Mariage de complaisance », des doutes sur la stabilité mentale du président du groupe Vérac. Les articles insinuaient que son mariage précipité résultait de décisions erratiques mettant en péril l'avenir de ses entreprises. On spécule que la jeune femme, d'origine modeste et sans formation financière formelle, pourrait exercer une influence dangereuse sur Vérac, qui a récemment rejeté des propositions de fusion jugées très rentables par les analystes, lisait-il dans l'un des articles. Un autre allait plus loin. Des sources proches de la famille affirment que le mariage aurait fait partie d'un plan élaboré par l'actuelle Madame Vérac pour s'assurer une part significative du patrimoine de l'entrepreneur en cas de divorce. Il n'était pas nécessaire de deviner qui était derrière cette attaque coordonnée. Valérie possédait des connexions solides dans les médias grâce à sa famille, propriétaire de l'un des plus puissants conglomérats de communication du pays. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Richard Monclerc, président du conseil d'administration. « Alexandre, nous devons organiser une réunion d'urgence. Le conseil est préoccupé. » Pendant ce temps, ignorante du chaos médiatique, Isabelle profitait d'un matin paisible dans les jardins, lisant à l'ombre d'un platane centenaire. Sa tranquillité fut interrompue lorsque Dominique apparut, l'air grave, tenant plusieurs journaux. « Madame, je crois que vous devez voir ça. » À mesure qu'elle lisait les articles, l'indignation d'Isabelle grandissait. Les insinuations sur ses intentions étaient aussi blessantes que fausses. Si quelqu'un avait été manipulé dans cet arrangement, c'était elle, pas Alexandre. Où est-il ? Dans son bureau. Il passe des appels depuis ce matin. En s'approchant de la porte entr'ouverte du bureau, Isabelle entendit des bribes d'une conversation tendue. « Ça, je comprends l'inquiétude, Richard, mais je te garantis que tout est sous contrôle. Les investisseurs de Singapour remettent en question l'accord après avoir lu ces spéculations. Bien sûr que mon mariage n'affecte pas ma capacité à diriger le groupe. » Lorsque l'appel se termina, Alexandre resta immobile devant la fenêtre, avec une expression d'épuisement qu'Isabelle ne lui avait jamais vue. Un instant, elle envisagea d'entrer pour lui offrir son soutien, mais la blessure de la serre restait vive. Elle s'éloigna en silence. Cet après-midi-là, le manoir devint le centre d'une activité fébrile.
Avocats, conseillers et cadres défilaient dans le bureau. À 18 heures, Émile, le chauffeur, emmena Alexandre au siège du groupe Vérac pour la réunion du conseil. Isabelle dîna seule, tentant d'ignorer le nœud de préoccupation qui lui serrait l'estomac. Malgré sa colère, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir partiellement responsable de la crise que traversait Alexandre. Il était presque minuit lorsqu'elle entendit la voiture rentrer. Depuis sa fenêtre, elle vit Alexandre descendre avec des pas lourds. Même à distance, la défaite était visible dans sa posture. Poussée par quelque chose de plus fort que sa fierté, elle descendit le chercher. Elle le trouva dans son bureau, assis dans l'obscurité, un verre de whisky intact à la main. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle depuis la porte. Alexandre leva les yeux, surpris de la voir après plusieurs jours de silence. « Entre !» Isabelle alluma une petite lampe qui projeta une lumière douce sur le visage tendu de l'homme d'affaires. « J'ai vu les journaux, commença-t-elle. Tout ça, c'est l'œuvre de Valérie, n'est-ce pas ? Elle a juste saisi une occasion, répondit-il d'une voix lasse. La faute me revient. C'est moi qui ai créé cette situation. Un silence inconfortable s'installa avant qu'Alexandre ne poursuive. Le conseil exige une démonstration de stabilité. Il y a un gala de charité ce samedi, au musée du quai Branly. Jacques Chirac. Les principaux investisseurs seront présents. Il s'interrompit comme si la suite lui coûtait à prononcer. J'ai besoin que tu m'accompagnes, qu'on fasse semblant d'être un couple uni. La requête resta suspendue dans l'air. Isabelle ressentit une douleur sourde, en se remémorant leur dernier événement mondain. Et comment cela s'était terminé? Tu me demandes de faire semblant? Après tout ce qui s'est passé? Je comprendrai que tu refuses, répondit-il en se frottant le visage. Je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Quelque chose dans sa vulnérabilité désarma Isabelle. Ce n'était pas le puissant chef d'entreprise qui l'avait intimidé à cette fête. C'était un homme à bout, tentant de préserver l'héritage de sa famille. « Je ne peux pas, dit-elle finalement. Je suis désolée, mais je ne peux pas prétendre que tout va bien entre nous. » Alexandre acquiesça lentement, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Je comprends. » Isabelle se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, elle se retourna. « Et tes entreprises? Que va-t-il leur arriver? »« On survivra, » répondit-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « On y arrive toujours. » Cette nuit-là, Isabelle dormit à peine. Les mots d'Alexandre et l'image de son visage défait la hantaient. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Dominique l'informa qu'Alexandre était parti tôt au bureau et ne rentrerait qu'en soirée. « Il se bat sur plusieurs fronts, madame, » dit la gouvernante avec inquiétude. « Je ne l'ai jamais vu ainsi, même pas à la mort de ses parents. » Poussée par une curiosité qu'elle ne voulait pas trop analyser, Isabelle demanda à Émile de l'emmener au siège du groupe Vérac. Elle n'y était jamais allée, mais ressentait le besoin de mieux comprendre le monde d'Alexandre. Le gratte-ciel imposant de verre sur l'avenue des Champs-Élysées abritait le siège du conglomérat. Depuis la voiture, Isabelle observa Alexandre sortir du bâtiment entouré de plusieurs cadres. Son expression affichait un parfait masque de contrôle, mais elle avait appris à détecter les signes subtils de tension, dans la raideur de sa mâchoire, dans la façon inconsciente dont il frottait l'anneau de son père qu'il portait toujours. « Rentrons, Émile, dit-elle après l'avoir vu entrer dans un autre immeuble pour d'autres réunions. » De retour au manoir, Isabelle prit une décision. Elle appela Dominique et Carmela, la styliste. « J'ai besoin d'aide pour me préparer pour le gala de samedi, » annonça-t-elle. La surprise se lut sur le visage de Dominique. « Mais je croyais que vous aviez décidé de ne pas y assister. J'ai changé d'avis. » Le samedi soir, Alexandre ajustait sa cravate devant le miroir de sa chambre lorsqu'il entendit un léger coup frapper à la porte. En l'ouvrant, il resta sans voix. Isabelle se tenait là, vêtue d'une robe élégante bleu saphir qui épousait chaque courbe de son corps. Ses cheveux relevés en un chignon bas dévoilaient la ligne délicate de sa nuque où brillait le médaillon d'argent qu'il lui avait offert. « Sommes-nous en retard ?» demanda-t-elle avec un léger sourire. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » parvint-il à dire, encore ébloui par sa présence. « Je ne pouvais pas te laisser affronter cela seule, » répondit-elle simplement. « Après tout, je suis ta femme, non ?» La gratitude dans les yeux d'Alexandre fut si intense qu'Isabelle dut détourner le regard. Le gala au musée du quai Branly, Jacques Chirac fut l'événement mondain de l'année. Sous les impressionnantes salles abritant les trésors des civilisations anciennes, l'élite politique et économique se réunissait pour une vente aux enchères caritatives. L'arrivée d'Alexandre et Isabelle provoqua l'agitation attendue. Prévenus par la controverse récente, les journalistes se précipitèrent vers eux avec des questions sur les rumeurs. « Nous sommes ici pour soutenir l'éducation des enfants autochtones », répondit Isabelle avec un sourire éclatant. « Les rumeurs ne sont que cela.
des rumeurs. Mon mari et moi préférons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Tout au long de la soirée, Isabelle éblouit l'assemblée. Elle échangea avec les investisseurs sur les projets d'énergie renouvelable du groupe, dansa avec Alexandre devant les caméras et lors de la vente, enchérit personnellement pour une œuvre d'art huichol qu'elle finit par offrir à un musée communautaire. « Votre épouse est extraordinaire », commenta Richard Moncler à Alexandre en observant Isabelle bavarder avec la femme de l'ambassadeur du Japon. « Peut-être devrions-nous lui proposer un poste aux relations publiques. » La tension qui accompagnait Alexandre depuis des jours commença à se dissiper au fil de la soirée. Les investisseurs qui avaient émis des doutes semblaient désormais détendus, et même les membres les plus conservateurs du conseil se montraient enchantés par Isabelle. Lorsque l'orchestre entama la dernière valse de la soirée, Alexandre s'approcha d'elle et lui tendit la main. « M'accorderais-tu cette danse ?» Un instant, Isabelle hésita. Mais devant le regard attentif de tous les invités, elle posa sa main dans la sienne. Bien sûr. Tandis qu'ils glissaient sur la piste, leur corps plus proche qu'il ne le fallait, Alexandre murmura « Je n'ai pas de mots pour te remercier de ce que tu as fait ce soir. »« Je ne l'ai pas fait par gratitude, » répondit-elle, le regard fixé au-delà de son épaule. « Alors pourquoi l'as-tu fait ?» Isabelle le regarda enfin dans les yeux. « Parce que malgré tout, je ne supportais pas de te voir souffrir. » Lorsque la musique s'arrêta, ils restèrent enlacés un instant de plus, insensibles aux regards curieux et aux flashs des appareils photos. Puis, dans un geste qui surprit toute l'assemblée, Isabelle prit la main d'Alexandre et y déposa un baiser avant d'entrelacer ses doigts aux siens. Le message adressé aux médias, aux investisseurs et à Valérie, qui observait la scène de loin avec une expression furieuse, ne pouvait être plus clair. Le couple Vérac était uni et solide. Ce que personne ne pouvait deviner, c'était la tempête d'émotions qui agitait le cœur d'Isabelle alors qu'elle souriait devant les caméras, tenant la main de l'homme qu'elle avait juré de ne jamais pardonner. Le succès du gala caritatif eut un effet immédiat. Les gros titres négatifs furent remplacés par des photos du couple de l'année, dansant sous les lumières du musée. Les actions du groupe Vérac se stabilisèrent et Richard Moncler appela personnellement Alexandre pour le féliciter pour son épouse extraordinaire. La tension dans le manoir s'était aussi apaisée. Bien qu'Isabelle et Alexandre n'aient pas encore parlé réellement de ce qui s'était passé dans la serre, ils recommencèrent à partager les dîners, discutant principalement de sujets neutres, les affaires, l'actualité, des anecdotes d'enfance qui n'en disaient pas trop. 2 semaines après le gala, Dominique remit à Isabelle une enveloppe ornée du logo du prestigieux club équestre de Chantilly. « Ceci est arrivé pour vous, madame. » À l'intérieur, une élégante invitation dorée annonçait un événement exclusif d'équitation, suivi d'un déjeuner champêtre. Ce qui était étrange, c'était la note manuscrite jointe. « Chère Isabelle, j'aimerais m'excuser personnellement pour mon comportement. Parfois, le dépit nous pousse à agir de manière irrationnelle. Me donnerais-tu une chance de réparer les choses ? Alexandre a toujours aimé l'équitation, et j'ai pensé que ce serait un terrain neutre pour enterrer la hache de guerre. Avec de sincères regrets, Valérie. » Isabelle observa la note avec scepticisme. Valérie repentante. Cela semblait aussi probable qu'une chute de neige à Cannes. « Quelque chose ne va pas, madame ?» demanda Dominique, remarquant son froncement de sourcils. « Valérie veut faire la paix, répondit-elle en lui montrant la note. Dominique lut attentivement. « C'est étrange. Mademoiselle Rousseau n'a jamais été connue pour sa capacité à pardonner. » Ce soir-là, pendant le dîner, Isabelle mentionna l'invitation à Alexandre, qui interrompit son geste en portant son verre de vin. « Valérie t'a invité directement ? Toi ? Il semble qu'elle veuille se réconcilier, » expliqua Isabelle. « Même si je ne comprends pas pourquoi maintenant. » Alexandre réfléchit quelques instants. « Le club équestre est son territoire. Son père en est le président d'honneur. Je n'ai aucune intention d'y aller, précisa-t-elle. « Peut-être devrions-nous, répondit-il à sa grande surprise. Richard Moncler y sera, ainsi que plusieurs investisseurs importants. Ce serait une bonne occasion de consolider l'image positive que nous avons projetée lors du gala. » Il fit une pause. « Et j'aimerais t'apprendre à monter. C'était ma passion avant tout cela. » La sincérité de sa voix désarma Isabelle. Il parlait rarement de ce qui lui tenait vraiment à cœur. « Je n'ai jamais monté à cheval, » avoua-t-elle. « Dans mon village, on avait des ânes pour transporter le bois, rien d'autre. Je te trouverai un cheval docile, » promit-il, avec un sourire qui illumina son visage. « Je pense que tu vas adorer. » 3 jours plus tard, la Mercedes d'Alexandre franchissait les grilles du très privé club équestre de Chantilly, en périphérie de la capitale. Le lieu était impressionnant,
De vastes prairies parfaitement entretenues, des écuries dignes de petits palais, et au fond, un manoir de style colonial transformé en restaurant de luxe. « C'est magnifique », murmura Isabelle en contemplant le paysage. « Mon père m'y a emmené pour la première fois quand j'avais 5 ans, commenta Alexandre. C'était le seul endroit où nous nous sommes vraiment rapprochés. À l'intérieur, le gérant les accueillit et les conduisit au vestiaire où les attendait une tenue d'équitation spécialement commandée par Alexandre. En sortant, Isabelle se sentait étrangement élégante dans ses bottes, son pantalon ajusté et sa veste sur mesure. Alexandre la contempla avec admiration. On dirait une cavalière professionnelle. « Je me sens comme une usurpatrice », confia-t-elle en ajustant nerveusement son casque. Valérie les attendait près des écuries, vêtue d'une tenue d'équitation digne d'un magazine de mode. Son sourire, trop large, contrastait avec la froideur de son regard. « Quelle joie de vous voir ici !» s'exclama-t-elle en embrassant l'air près des joues d'Isabelle. « J'ai demandé qu'on prépare Dulcinée pour toi. C'est la jument la plus douce du club, parfaite pour les débutants. » Le ton condescendant ne passa pas inaperçu, mais Isabelle décida de ne pas y prêter attention. Elle se rappela que c'était pour les affaires d'Alexandre. Dulcinée était une magnifique jument alezane au regard doux. Le palefrenier aida Isabelle à monter et lui expliqua les bases du maniement des rênes. « Je resterai juste à côté de toi », assura Alexandre, monté sur un cheval noir imposant. « Détends-toi et profite. » Le groupe, composé d'une vingtaine de cavaliers issus de la haute société, entama une promenade le long des sentiers bordant le club. Isabelle, d'abord tendue, se détendit progressivement, émerveillée par la sensation de liberté que procurait la chevauchée. « Tu t'en sors très bien », l'encouragea Alexandre, chevauchant à ses côtés. « C'est incroyable », répondit-elle avec un sourire radieux. « Je comprends maintenant pourquoi tu aimes ça. » Depuis sa position en tête du groupe, Valérie observait la scène avec une expression indéchiffrable. La promenade les mena jusqu'à un petit lac où ils firent une pause avant de repartir. Alors qu'ils descendaient pour s'étirer, Valérie s'approcha de Isabelle. « Impressionnant pour quelqu'un qui n'a jamais monté », commenta-t-elle. « On dirait que tu as un don naturel pour t'adapter aux nouvelles situations. Ou peut-être que j'ai simplement de bons enseignants », répondit Isabelle, désignant Alexandre, qui discutait à quelques mètres. Le sourire de Valérie se crispa. « Tu sais, j'ai toujours été fasciné par la façon dont certaines personnes parviennent à gravir les échelons si rapidement. Certaines personnes, tu sais, celles issues de milieux modestes avec de grandes ambitions. » Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, Alexandre les rejoignit, posant une main protectrice sur la taille de sa femme. « Il est temps de repartir », annonça-t-il. « Le déjeuner va bientôt être servi. » Le chemin du retour traversait une allée bordée d'arbres centenaires. Isabelle, désormais plus à l'aise, profitait du paysage lorsqu'elle ressentit quelque chose d'étrange. La selle semblait bouger de façon inhabituelle. « Alexandre » appela-t-elle, inquiète. « Je crois qu'il y a un problème avec... » Elle n'eut pas le temps de finir. En un instant terrifiant, la selle glissa complètement de côté. Isabelle tenta de s'accrocher à la crinière de Dulcinée, mais c'était trop tard. Elle glissa et s'écrasa lourdement sur le sol dur. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'enveloppe fut le visage décomposé d'Alexandre criant son nom. Le monde revint en fragments confus, des voix urgentes, le son d'une sirène, le mouvement d'un véhicule, des lumières aveuglantes sur son visage. « Elle a besoin de soins immédiats ». La voix d'Alexandre était méconnaissable, brisée par la panique. « Faites quelque chose, bon sang. Monsieur Vérac, nous comprenons votre inquiétude, mais il faut que vous vous calmiez pour que nous puissions... » « Au diable, le calme. S'il lui arrive quoi que ce soit, tout cet hôpital devra me rendre des comptes. Encore de l'obscurité, encore des rêves fragmentés, et finalement le lent retour à la conscience. » Isabelle ouvrit les yeux dans une chambre privée d'hôpital. La lumière tamisée de l'aube filtrait à travers les rideaux entr'ouverts. Elle tenta de bouger, mais une douleur aiguë dans son flanc l'arrêta net. Son bras gauche était immobilisé, et elle sentait des bandages autour de sa tête. C'est alors qu'elle le vit. Alexandre dormait dans une position inconfortable, assis sur une chaise à côté du lit, la tête appuyée contre le matelas tout près de sa main. Son visage, même en dormant, trahissait l'épuisement et l'inquiétude. Sa main reposait à quelques centimètres de celle d'Isabelle, comme s'il l'avait tenue jusqu'à ce que le sommeil le terrasse. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en bataille, et une barbe naissante assombrissait sa mâchoire. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, si vulnérable, si humain. Dans un effort qui raviva la douleur, Isabelle bougea sa main pour effleurer doucement les doigts d'Alexandre. Ce contact le réveilla instantanément. « Isabelle !»
La joie et le soulagement transformèrent à son visage. « Merci, mon Dieu. Comment te sens-tu? Tu veux quelque chose? Je vais chercher le médecin. »« De l'eau » réussit-elle à articuler, la gorge sèche. Alexandre s'empressa de lui servir un verre et l'aida à boire avec une infinie tendresse. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle après quelques gorgées. « La sangle de la selle avait été sabotée » répondit-il, la colère à peine contenue dans sa voix. « Ce n'était pas un accident, Isabelle. Quelqu'un avait entaillé le cuir pour qu'il cède pendant la promenade. »« Valérie » murmura-t-elle, se souvenant de l'étrange invitation. Alexandre acquiesça sombrement. « Je me suis déjà occupé d'elle. Elle ne t'approchera plus jamais. Depuis combien de temps es-tu ici? » ?»« Depuis qu'on t'a amené. 36 heures. Tu n'as pas dormi? » ?»« Je ne pouvais pas. La vulnérabilité dans sa voix était si palpable que ça faisait mal. J'ai cru que j'allais te perdre. » Quelque chose se brisa à l'intérieur d'Isabelle en entendant ces mots. Toutes les barrières qu'elle avait érigées, toutes les peurs et les doutes semblèrent se dissoudre face à la vérité évidente qu'elle lisait dans les yeux rougis d'Alexandre. « Je suis là » murmura-t-elle en serrant sa main. Alexandre porta la main d'Isabelle à ses lèvres et l'embrassa avec révérence, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Nul besoin de mots. Dans ce silence partagé, dans ce simple mais profond contact, tous deux entendirent ce que leur cœur tentait de se dire depuis le début. Parfois, le silence parle plus fort que n'importe quelle déclaration. Et dans cette chambre d'hôpital, bercée par le murmure discret des machines et le premier chant des oiseaux à la fenêtre, le silence leur disait exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre. 3 jours après l'accident, les médecins autorisèrent la sortie d'Isabelle. Ses blessures, bien que douloureuses, n'étaient pas graves. Un poignet fracturé, 2 côtes fêlées et une contusion à la tête qui nécessiterait un suivi. « Elle a eu de la chance », expliqua le docteur Mény lors de la visite du matin. Une telle chute aurait pu être bien pire. Durant son hospitalisation, la chambre d'Isabelle s'était transformée en annexe du bureau d'Alexandre. Le chef d'entreprise avait annulé tous ses engagements internationaux et reporté des réunions cruciales pour rester à ses côtés. Il ne sortait que pour se doucher et se changer, revenant toujours avec de nouveaux livres pour elle ou ses plats préférés, dédaignant la nourriture de l'hôpital. « Le chef de Chardenoux me doit un service », expliquait-il tout en manœuvrant habilement pour qu'elle puisse manger du bœuf bourguignon d'une seule main. Il dit que c'est un honneur de cuisiner pour la femme qui a enfin apprivoisé la bête Vérac. Cette nouvelle dynamique entre eux était fragile et précieuse. Ils n'avaient pas abordé directement leurs sentiments, mais quelque chose de fondamental avait changé. Les regards prolongés, les doigts qui se frôlaient en se passant des objets, les conversations qui se prolongeaient jusqu'à l'aube, tout indiquait que le contrat d'affaires appartenait désormais au passé. Le matin de sa sortie, Isabelle observait Paris depuis la fenêtre de sa chambre, tandis qu'Alexandre signait les documents nécessaires à son départ. La ville s'étendait devant elle, vibrante et chaotique sous le soleil printanier. Elle était arrivée dans cette mégalopole il y a à peine 4 mois, jeune provinciale aux rêves modestes. À présent, sa vie avait pris un tournant si spectaculaire qu'elle avait parfois l'impression de vivre celle de quelqu'un d'autre. « Tout est prêt », annonça Alexandre en entrant dans la chambre avec un fauteuil roulant. « Le médecin insiste pour que tu l'utilises jusqu'à la voiture. »« Je peux marcher parfaitement », protesta-t-elle. « Ordres médicaux », répondit-il avec ce nouveau sourire qu'il réservait uniquement à elle. « Et puis, j'adore te choyer. » Le trajet jusqu'à l'ascenseur fut ponctué d'infirmières et de personnel qui vinrent lui dire au revoir. Isabelle s'était attiré l'affection de tous par sa gentillesse et sa patience face aux soins. « Prenez bien soin d'elle », avertit une infirmière âgée à Alexandre. « C'est un trésor. »« Je le sais », répondit-il avec un sérieux qui fit rougir Isabelle. Alors que l'ascenseur descendait vers le hall principal, Alexandre glissa distraitement. « Il y a quelques journalistes dehors. »« Des journalistes ?» Isabelle le regarda avec inquiétude. « Pourquoi ?»« L'histoire du sabotage a fuité, expliqua-t-il, l'air sombre. Quelqu'un du club a parlé à la presse. Ils ont mentionné Valérie, bien qu'il n'ait aucune preuve concrète. Qu'est-il advenu d'elle ?» Isabelle réalisa qu'il n'avait pas parlé des conséquences pour l'ex-fiancé. « Elle est en Europe, » répondit Alexandre avec froideur. « Je lui ai suggéré qu'un long voyage serait bénéfique pour sa santé. » Son père a été d'accord, surtout après que je lui ai montré les enregistrements de sécurité de l'écurie. L'ascenseur arriva à destination, interrompant la conversation. Les portes s'ouvrirent sur le hall principal de l'hôpital, où Ernest attendait pour les escorter jusqu'à la voiture. « Prête ?» demanda Alexandre, posant une main protectrice sur son épaule. « Je suppose ?» répondit-elle,
bien que l'idée d'affronter la presse la rendit nerveuse. En franchissant les portes principales de l'hôpital, ils furent accueillis par un tumulte inattendu. Au moins une douzaine de journalistes et de caméramans se ruèrent sur eux, déclenchant des flashs et criant des questions. « Madame Vérac, est-il vrai que Valérie Rousseau a tenté de vous tuer? Alexandre, allez-vous porter plainte contre la famille Rousseau-Cartier? Comment cela affectera-t-il la fusion avec le groupe Montfort? Est-il vrai que vous étiez séparés avant l'accident ?» Ernest et les gardes du corps tentèrent d'ouvrir un passage jusqu'au SUV qui attendait à l'entrée, mais les journalistes étaient trop insistants. Un micro apparut soudain devant le visage d'Isabelle. « Madame Vérac, considérez-vous toujours votre mariage comme un accord temporaire, comme l'ont suggéré les premiers reportages ?» La question posée par une jeune journaliste d'un des journaux télévisés les plus suivis du pays provoqua un silence immédiat parmi les journalistes. Tous attendaient la réponse avec impatience. Avant qu'Isabelle ne puisse prononcer un mot, Alexandre fit un pas en avant et prit le micro des mains de la journaliste avec une expression déterminée qu'elle ne lui connaissait pas. « Je vais répondre à cette question », dit-il d'une voix claire et ferme. Les caméras se braquèrent instantanément sur lui. « Je veux clarifier une chose une bonne fois pour toutes », commença-t-il, regardant directement les caméras. Ce qui a commencé ce soir-là, lors de la soirée de mon entreprise, n'était ni une blague ni un caprice comme beaucoup l'ont supposé. Isabelle le regardait, incrédule. Qu'était-il en train de faire? J'ai rencontré Isabelle Durand, et quelque chose en elle m'a captivé dès le premier instant, poursuivit Alexandre, sa voix gagnante en intensité. Sa dignité, sa force intérieure, son authenticité, des qualités rarissimes dans mon monde. Ce mariage impulsif a été ma tentative maladroite de retenir quelque chose de précieux, que j'avais peur de perdre à jamais si je n'agissais pas tout de suite. Les journalistes, complètement captivés, gardaient un silence inhabituel. Alexandre continua. « Oui, je l'ai déguisé en accord commercial parce que j'avais peur. Peur d'admettre que moi, Alexandre Vérac, l'homme qui est censé tout avoir, j'étais désespérément seul jusqu'à ce qu'elle entre dans ma vie. Peur de reconnaître que je tombais amoureux d'une femme qui avait toutes les raisons du monde de me mépriser. » Il fit une pause, puis, pour la première fois, se tourna pour regarder Isabelle droit dans les yeux. Ses yeux étaient pleins de larmes. « J'ai fait des erreurs. Je l'ai blessée avec mon orgueil et mon incapacité à exprimer ce que je ressentais. Mais ces jours passés à l'hôpital, alors que je pensais pouvoir la perdre à jamais, m'ont apporté une certitude absolue. Je ne peux pas vivre sans elle. Je ne veux pas vivre sans elle. » La sincérité de sa voix était indéniable. Ce n'était pas l'entrepreneur calculateur qui parlait, ni l'héritier d'un empire. C'était simplement un homme confessant ses sentiments les plus profonds devant toute la France. Alors non, notre mariage n'est pas temporaire. Du moins, pas pour moi. Sa voix se brisa légèrement. J'aime ma femme plus que tout au monde, et je passerai le reste de ma vie à essayer de la mériter si elle m'accepte. Un silence total suivit ces paroles. Les journalistes, habituellement cyniques, semblaient émus. Certains caméramans avaient même cessé de filmer, absorbés par la déclaration. Isabelle restait immobile, submergée par une avalanche d'émotions. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Jamais, même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait imaginé entendre de telles paroles d'Alexandre Vérac. Ernest profita de ce moment de stupeur pour les guider rapidement jusqu'à la voiture. Une fois à l'intérieur, les portes fermées et les vitres teintées bloquant les regards curieux, le silence entre eux devint presque tangible. « Isabelle, je... » commença Alexandre, mais elle leva une main pour l'interrompre. « Ne dis rien de plus, » murmura-t-elle. « J'ai besoin de temps pour digérer tout cela. » Le trajet jusqu'au manoir se fit dans un silence absolu. Isabelle regardait par la fenêtre sans vraiment voir le paysage urbain défiler. Son esprit était un tourbillon de pensées contradictoires. Avait-il été sincère, ou n'était-ce qu'une autre stratégie pour protéger son image publique, maintenant que le scandale avec Valérie menaçait de salir une fois de plus le nom de l'entreprise? Comment distinguer la vérité de la manipulation quand tout son mariage avait commencé comme une farce? À leur arrivée, Dolores les accueillit en larmes, étreignant doucement Isabelle pour ne pas lui faire mal aux côtes. « Toute la maison a prié pour vous, madame », confia la gouvernante. Alexandre accompagna Isabelle jusqu'à sa chambre, où tout avait été préparé pour son confort. Oreiller supplémentaire, ses livres préférés, un vase de gardénia fraîche. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi », dit-il en s'arrêtant à la porte. « J'ai besoin d'être seule », l'interrompit-elle doucement. « S'il te plaît. »
Il acquiesça, respectant sa demande bien que la douleur fût visible dans son regard. Cette nuit-là, après des heures de réflexion, Isabelle prit une décision. D'une main tremblante, elle rédigea une courte note. Puis, elle sortit du tiroir le contrat original qu'Alexandre lui avait fait signer ce premier jour dans son bureau. Elle le regarda longuement avant de le poser avec la note sur le lit parfaitement fait. En silence, elle prit une petite valise qu'elle avait préparée avec soin et quitta la chambre sans se retourner. Le lendemain matin, lorsque Dolores entra pour lui apporter le petit déjeuner, elle trouva la chambre vide. Sur le lit, le contrat et une note de 5 mots « J'ai besoin de me retrouver ». Le petit appartement dans le quartier Oberkampf ne ressemblait en rien au manoir de Neuilly-sur-Seine. 2 pièces, une salle de bain, une cuisine-salle à manger et un balcon donnant sur un parc. C'était tout ce dont Isabelle avait eu besoin pour commencer sa nouvelle vie. Elle l'avait loué sous son nom de jeune fille, payant 6 mois à l'avance grâce à une partie de l'argent qu'elle avait économisé durant son séjour avec Alexandre. Ce n'était pas luxueux, mais l'endroit avait du caractère, avec ses hauts plafonds et ses planchers en bois qui craquaient doucement sous ses pas. 3 semaines s'étaient écoulées depuis son départ. 3 semaines de silence imposé, de réflexion, de retrouvailles avec la femme qu'elle était avant qu'une coupe de champagne renversée ne bouleverse son destin. Isabelle avait établi une nouvelle routine. Elle se levait tôt, préparait du café dans une vieille cafetière, achetait à un marché aux puces voisins et passait ses matinées à travailler sur le plan d'affaires de son futur restaurant. L'après-midi, elle rendait visite à sa mère, désormais installée dans un appartement accessible près de la clinique Saint-Louis, sous les soins d'une infirmière que Isabelle avait engagée avec ses économies. « Tu ne veux toujours pas parler de lui ?» demandait sa mère à chaque visite, faisant allusion à l'homme dont la déclaration d'amour avait été diffusée sur tous les journaux télévisés du pays. « Il n'y a rien à dire, maman », répondait-elle invariablement, en changeant de sujet. Mais la vérité, cette vérité que Isabelle n'osait s'avouer que pendant les longues nuits d'insomnie, c'est qu'elle pensait constamment à Alexandre. Parfois, au milieu d'une activité banale, elle se surprenait à se remémorer des détails insignifiants, la manière dont il fronçait légèrement les sourcils en lisant quelque chose d'important, la douceur de sa voix lorsqu'il s'adressait à Dorothée, ce geste distrait de caresser la cicatrice, presque invisible sur son menton quand il était nerveux. Parfois, elle regrettait des choses qu'elle n'aurait jamais pensé regretter. Les dîners partagés en silence, la tension électrique qui régnait entre eux au début, même leurs disputes, chargées d'une passion à peine contenue. Et plus que tout, elle avait la nostalgie de la serre, ce monde magique où, l'espace d'un instant, elle avait entrevu le vrai Alexandre, vulnérable et sincère. Un après-midi, alors qu'elle rentrait d'une visite à sa mère, Isabelle s'arrêta devant un kiosque. La photo d'Alexandre occupait la couverture d'un magazine économique. Empire Vérac en expansion. Nouvelle acquisition à 8 chiffres dans le sud, annonçait le titre. Sur la photo, Alexandre paraissait impeccable dans un costume sombre, mais ses yeux avaient perdu l'éclat qu'elle lui connaissait. « On dirait qu'il va bien », murmura-t-elle pour elle-même, incapable d'ignorer une pointe de quelque chose qu'elle refusait de nommer. Jalousie? Déception? Ce soir-là, sur son petit balcon, une tasse de thé entre les mains, contemplant les lumières de la ville, Isabelle se demanda si elle avait pris la bonne décision. Était-ce de la lâcheté d'être partie ainsi, sans affronter ses sentiments, ou du courage de chercher sa propre voie, son identité au-delà du nom Vérac? Elle n'avait pas de réponse claire, seulement la certitude qu'à un moment donné, ce contrat d'affaires s'était transformé en quelque chose de bien plus complexe et effrayant. Au manoir Vérac, le silence était devenu oppressant. Les pièces semblaient plus grandes, plus vides, comme si l'absence d'Isabelle avait altéré les dimensions mêmes de l'espace. Alexandre passait le plus clair de son temps au bureau, ne rentrant que pour dormir quelques heures avant de recommencer. Il avait canalisé toute son énergie dans une expansion agressive, concluant des accords qu'il avait reportés depuis des mois, voyageant sans relâche entre Paris, Lyon et Lille. Le patron n'a presque rien mangé depuis 3 jours, dit Lucie à Dorothée, inquiète, en préparant un dîner qui, comme les précédents, reviendrait intact en cuisine. « Il souffre », répondit la gouvernante avec tristesse. « Je ne l'ai jamais vu comme ça, même après la mort de ses parents. » Le personnel de maison observait, impuissant, leur maître se consumer peu à peu. L'homme autoritaire mais juste qu'il connaissait avait été remplacé par un fantôme taciturne, errant dans le manoir à l'aube, s'arrêtant parfois devant la porte de la chambre qu'Isabelle avait occupée sans oser y entrer. Une nuit particulièrement difficile,
De retour d'un voyage à Bordeaux, où il venait d'acheter plusieurs terrains, Alexandre se dirigea directement vers la serre. Depuis le départ d'Isabelle, personne n'y avait mis les pieds, comme si l'endroit était figé sous un sortilège que tous redoutaient de briser. Dorothée le trouva assis en silence, près du petit bassin où il avait embrassé Isabelle pour la première fois. Un verre de whisky intact à la main, le regard perdu dans les fleurs de lotus. « La maison est morte sans elle », dit-il sans se retourner, sentant la présence de la gouvernante. « Alors pourquoi restez-vous ici à vous lamenter au lieu d'aller la chercher ?» La franchise de Dorothée, née de décennies de loyauté, était un des rares privilèges qu'Alexandre respectait sans discuter. « Je ne sais pas où elle est », admit-il avec amertume. « J'ai respecté sa décision de ne pas être retrouvé. » « Et depuis quand Alexandre Vérac abandonne-t-il si facilement ?» dit-elle en s'approchant, bras croisés. « Madame a transformé cette maison froide en un foyer. Elle nous a montré à tous, y compris à vous, qu'il y a une vie au-delà des affaires et des apparences. Et maintenant, vous la laissez partir ? Ce n'était pas simplement Dorothée. C'est elle qui a choisi de partir. Après que vous l'avez exposée à la télévision nationale, répliqua-t-elle avec sévérité. Vous êtes-vous seulement demandé si elle était prête à entendre ces mots ? Si elle n'aurait pas eu besoin de les entendre en privé avant que le monde entier ne les découvre? Alexandre leva les yeux, sincèrement surpris. Il n'avait jamais envisagé cette perspective. Tout ce que vous avez fait depuis que vous l'avez rencontrée, c'était à votre manière, monsieur, poursuivit Dorothée sans relâche. Vous l'avez humiliée publiquement le jour de votre rencontre. Vous l'avez épousée sans lui demander son avis. Vous avez dicté les conditions de votre relation. Et enfin, quand vous vous êtes enfin décidé à lui avouer vos sentiments, vous l'avez fait face à des caméras retransmettant vos paroles à tout le pays. Vous êtes-vous seulement demandé ce elle voulait? Les mots de Dorothée frappèrent Alexandre comme une révélation brutale. C'était vrai. Même dans ces moments de sincérité, il avait imposé sa volonté, son rythme, ses règles. Comment ne l'avait-il pas vu plus tôt? « J'ai été un idiot », murmura-t-il en se passant une main sur le visage. « Le plus grand que j'ai jamais connu », confirma Dorothée avec un léger sourire. « Mais vous pouvez encore réparer cela. »« Comment ? Je ne sais même pas par où commencer pour la retrouver. »« Vous croyez vraiment que j'aurais laissé partir madame sans savoir où elle se trouvait ?» dit-elle, en secouant la tête avec exaspération. « Je suis resté en contact avec elle depuis le jour de son départ. J'avais besoin de savoir qu'elle allait bien. » Alexandre se leva d'un bond. « Tu sais où elle est ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? » « Parce que vous n'étiez pas prête à l'entendre, » répondit-elle simplement. « Et parce qu'elle m'a demandé de respecter son espace. »« Dis-moi où elle est, Dorothée, s'il te plaît. » La gouvernante le scruta longuement, comme si elle évaluait s'il méritait cette information. « Avant de vous le dire, vous devez comprendre quelque chose de fondamental, » dit-elle enfin. « Si vous partez à sa recherche, ce doit être pour l'écouter, pas pour imposer, pour poser des questions, pas pour faire des déclarations, et surtout pour accepter sa réponse, quelle qu'elle soit. » Alexandre hocha la tête solennellement. « Je le promets. » Elle vit dans un petit appartement dans le quartier Oberkampf, révéla Dorothée. Elle mène une vie modeste, travaille à ses plans pour ouvrir un restaurant. Elle rend visite à sa mère tous les jours à 5 heures. Et elle a refusé toutes les tentatives de virement que vous avez faites via vos avocats. Fière comme toujours, murmura-t-il avec un sourire mélancolique. Indépendante, corrigea Dorothée. Il y a une différence. Alexandre resta silencieux un instant, absorbant l'information. Puis, avec une détermination renouvelée, il se dirigea vers la porte. « Où allez-vous » demanda Dorothée. « Faire ma valise » répondit-il sans s'arrêter. « Et ensuite, reconquérir ma femme. Maintenant, en pleine nuit, j'ai déjà perdu trop de temps, » répondit-il en se retournant brièvement. « Merci, Dorothée, pour toujours me dire ce que j'ai besoin d'entendre. » La femme le regarda s'éloigner, silhouette haute et décidée découpée dans la pénombre du couloir. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit l'espoir revenir au manoir Vérac. Une demi-heure plus tard, le rugissement du moteur de la Porsche d'Alexandre rompit le silence nocturne alors qu'il quittait la propriété à toute vitesse, n'emportant avec lui que l'essentiel. Une petite valise et la détermination de récupérer la seule chose qui comptait vraiment. L'aube pointait sur Paris lorsqu'Isabelle se réveilla en sursaut. Elle avait passé une nuit agitée, pleine de rêves fragmentés où la serre, la chute de cheval et les caméras de télévision se mêlaient dans une narration confuse. Assise sur son lit, elle observa les premiers rayons de soleil filtrant à travers la fenêtre, illuminant les modestes objets qui composaient désormais sa vie. Elle se leva lentement et prépara du café, un rituel qu'elle avait conservé malgré tout ce qu'elle avait laissé derrière.
Tandis que la cafetière bouillonnait, elle contempla les plans et les notes éparpillés sur la table. L'ébauche de ce qui deviendrait son restaurant, un rêve désormais à portée de main. La liste des tâches du jour était courte. Visiter des locaux dans le quartier Monceau, voir sa mère terminer l'ébauche du menu, une vie ordonnée, prévisible, construite avec soin jour après jour, une vie si différente de la montagne russe émotionnelle qu'elle avait vécue avec Alexandre. La pensée surgit comme toujours, inattendue et douloureuse. Elle se demanda une fois de plus ce qu'il faisait à ce moment-là. Avait-il déjà pris son petit déjeuner? Buvait-il toujours ce café amer qu'il aimait tant? Pensait-il à elle, parfois? Le bruit de la sonnette interrompit ses réflexions. Il était tôt pour des visites, à peine 7h30. C'était probablement Madame Mercier, la vieille dame de l'appartement voisin qui lui demandait parfois de l'aide pour ses courses. Sans prendre la peine de troquer son pyjama contre quelque chose de plus présentable, Isabelle se dirigea vers la porte et l'ouvrit sans regarder dans le Judas. Le temps sembla s'arrêter. Alexandre Vérac se tenait sur son seuil. Pas le chef d'entreprise impeccable de toujours, mais un homme au visage couvert d'une barbe de plusieurs jours, les cheveux en bataille et les yeux rougis par la fatigue ou l'insomnie. Il portait un jean et un simple t-shirt noir, si différents de ses costumes parfaits qu'Isabelle crut un instant être en train d'halluciner. « Salut », dit-il simplement, d'une voix rauque qui trahissait son nervosité. Le cœur d'Isabelle s'emballa douloureusement. 1000 émotions contradictoires la traversèrent, joie, peur, espoir, ressentiment. Elle eut l'impulsion de refermer la porte, de fuir à nouveau, mais ses pieds semblaient ancrés au sol. « Comment m'as-tu trouvé » parvint-elle enfin à demander. « Dorothée, répondit-il avec un léger sourire, j'aurais dû savoir qu'elle ne te laisserait jamais partir sans garder un œil sur toi. » Un silence tendu s'installa entre eux. D'un coin de l'immeuble, on entendait la radio du matin et l'odeur du café frais flottait dans l'air. « Je peux entrer » demanda Alexandre avec une humilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Isabelle hésita un instant, puis fit un pas en arrière, lui permettant d'entrer. Le contraste entre lui et le modeste appartement était surréaliste. Alexandre Vérac, l'homme dont la fortune figurait régulièrement dans le magazine Forbes, se tenait debout dans un petit salon meublé d'objets chinés dans des brocantes. « C'est chaleureux », dit-il en observant sincèrement les lieux. « Qu'est-ce que tu fais ici, Alexandre ?» La question franchit ses lèvres sans détour, las des faux semblants. « Je suis venu corriger la plus grande erreur de ma vie, » répondit-il sans détourner le regard. « Te laisser partir. » Isabelle croisa les bras, comme pour se protéger instinctivement. 2 mois ont passé. Les choses ont changé. « Je sais, » acquiesça-t-il. « Tu as changé. Moi aussi. Mais il y a une chose qui est restée la même. » Il fit une pause, rassemblant son courage. « Ce que je ressens pour toi. »« Alexandre » commença-t-elle, mais il leva doucement la main pour l'interrompre. « S'il te plaît, laisse-moi finir. Si après cela tu veux que je parte, je partirai. Et je ne te dérangerai plus jamais. » Isabelle hocha la tête en silence. Alexandre inspira profondément avant de poursuivre. « Toute ma vie, j'ai eu l'habitude de tout contrôler, d'imposer mes conditions, de décider pour les autres. Quand je t'ai rencontré, j'ai continué comme avant. Je t'ai épousé sans te demander ton avis. J'ai établi les règles de notre mariage. Et même quand je suis tombé amoureux de toi, je l'ai géré comme une acquisition de plus. » La sincérité de sa voix était douloureuse. Dorothée m'a fait comprendre à quel point j'ai été égoïste. Même ma déclaration d'amour, je l'ai faite à mes conditions devant des caméras, sans penser à ce que toi tu avais besoin d'entendre. Il fit un pas vers elle, avec la prudence de celui qui s'approche d'un animal blessé. « J'ai passé des semaines à essayer de comprendre pourquoi tu es parti, et j'ai enfin compris. Je ne t'ai jamais donné la possibilité de choisir. Depuis le début, tout a été imposé. » Isabelle sentit ses yeux se mouiller, mais elle resta droite. « Et qu'est-ce que tu proposes maintenant ?» Au lieu de répondre, Alexandre plongea la main dans la poche arrière de son pantalon et en sortit une feuille pliée. Il la tendit vers elle, les mains légèrement tremblantes. « Cette fois, c'est ton choix. Complètement. » Avec précaution, Isabelle prit le papier et le déplia. Ce n'était pas un contrat juridique comme celui qu'elle avait signé la première fois dans son bureau. C'était quelque chose de beaucoup plus simple et pourtant infiniment plus profond. Une feuille blanche avec une unique phrase écrite à la main. « Acceptes-tu de recommencer avec moi, à zéro, comme des égaux ?» En dessous, 2 espaces pour des signatures, côte à côte. « Ce papier est réel, » dit Alexandre d'une voix brisée. « Celui-ci est par amour. Et celui-ci, il fit une pause visiblement émue. Tu ne le signes pas seul. » Isabelle contempla le document,
si simple et pourtant si puissant dans sa signification. Un véritable choix, un nouveau départ, un acte d'humilité de la part d'un homme qui ne s'était jamais incliné devant personne. « Comment savoir que ce n'est pas encore une stratégie ?» murmura-t-elle. À sa surprise, Alexandre s'agenouilla devant elle, chose que le fier chef d'entreprise n'aurait jamais fait quelques mois plus tôt. « Parce que je ne suis plus l'homme qui t'a humilié à cette soirée. Tu m'as changé, Isabelle. Tu m'as appris que la vraie force réside dans la vulnérabilité, pas dans le contrôle. » Sa voix trembla. « Je t'aime. Pas comme on aime une possession ou un trophée, mais comme on aime un égal, un partenaire. Si tu me donnes cette chance, je passerai chaque jour à te le prouver. » Des larmes silencieuses coulaient maintenant sur les joues de Isabelle. Toutes les barrières qu'elle avait soigneusement construites au fil des semaines commençaient à s'effondrer. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle, exprimant sa plus grande peur. « Alors nous échouerons ensemble, en égaux, répondit-il avec un triste sourire. Mais au moins nous aurons vraiment essayé. Pas comme un contrat, comme un choix. » À ce moment, le soleil du matin entra pleinement par la fenêtre, inondant le petit salon d'une lumière dorée. Isabelle pensa à tout ce qu'ils avaient vécu. L'humiliation initiale, les dîners silencieux, la danse dans la salle de musique, le baiser dans la serre, la chute de cheval, la déclaration publique, un chemin chaotique qui pourtant les avait transformés tous les deux. Elle essuya ses larmes du revers de la main, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait vu sur le pas de sa porte, elle sourit sincèrement. « Il me faut un stylo », dit-elle simplement. L'expression d'Alexandre s'illumina d'un espoir contenu. Il fouilla dans sa poche et en sortit un stylo. Isabelle le prit, ses doigts frôlant les siens, dans un contact bref mais chargé qui fit vibrer quelque chose en eux deux. D'une main ferme, elle signa dans l'un des emplacements, puis lui rendit la feuille et le stylo. Il signa à côté d'elle, sans quitter ses yeux des siens. « Et maintenant ?» demanda-t-elle avec un mélange de nervosité et d'anticipation. « Maintenant », répondit Alexandre en se relevant lentement. « On recommence. Bonjour, je suis Alexandre Vérac. Enchanté de faire ta connaissance. » Isabelle rit à travers ses larmes. « Moi, c'est Isabelle Durand. Tout le plaisir est pour moi. » Quand leurs mains se rejoignirent dans une poignée symbolique, ils surent tous deux que c'était le véritable début de leur histoire. Non pas une histoire imposée par les circonstances ou les contrats, mais une choisie consciemment par chacun d'eux. Et alors que le soleil matinal baignait Paris, dans un petit appartement du quartier Oberkampf, deux personnes qui avaient commencé comme des étrangers unis par un mariage de convenance scellaient un nouveau pacte. Un pacte sans avocat ni témoin. Un pacte écrit non avec de l'encre, mais avec tout leur cœur. Cette fois, c'était pour toujours.